Congrès Simpsia, Institut Winnicott, Rome, 11 juin 2022. Les alliances inconscientes, le pacte de négatifs pervers. Bonjour mes bien chers collègues, je suis heureux de participer à votre congrès à l'invitation de Mecha Lugones et de Maria Grazia Fusacchia, que je remercie de tout cœur. Je remercie aussi Julie Allegra pour son travail de traduction. Je regrette de ne pas être en mesure d'être présent in corpore, mais quelques empêchements majeurs me retiennent chez moi. Dans une édition tardive de Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud note que les oublis de nom sont contagieux. Il rapporte l'exemple clinique d'un oubli collectif publié par Theodor Reik en 1920. Dans un petit groupe d'universitaires, une discussion s'engage sur les questions que pose à l'histoire de la civilisation l'origine du christianisme. L'une des deux jeunes femmes qui participent à la conversation se souvient avoir lu récemment un roman anglais qui décrivait la vie du Christ et les courants religieux de cette époque. Mais elle ne se souvenait plus du titre, bien qu'elle gardât de la couverture du livre et de sa typographie un souvenir très net. 3 hommes déclarèrent connaître ce roman, mais comme la jeune femme, ils dirent ne plus se souvenir de son titre. Seule la jeune femme consentit à associer pour trouver l'explication de son oubli du titre du roman de Wallace, Ben-Hur. Pour elle, ce titre contenait une expression qu'aucune femme ne voudrait employer devant des hommes. En effet, l'oreille allemande entend dit « Hure », c'est-à-dire la prostituée. Reik conclut son analyse par une explication que Freud juge particulièrement intéressante. L'énoncé du titre oublié équivalait pour la jeune femme à une invitation sexuelle et son oubli correspond à une tentation inconsciente de ce genre. Nous avons des raisons de croire que des processus inconscients analogues ont déterminé l'oubli chez les jeunes gens. Leur inconscient avait saisi la véritable signification de l'oubli de la jeune fille, il l'a pour ainsi dire interprété. Plus loin, note que cet oubli collectif est, je cite, un des phénomènes par lesquels se manifeste la psychologie des masses et qu'il n'a pas encore fait l'objet de recherches psychanalytiques. Ce que décrit Reik, et qui retient l'attention de Freud au moment où il écrit Psychologie des masses et analyse du moi, est l'effet d'une alliance inconsciente qui se spécifie comme un pacte de négatifs transitoire. Il ne sera pas dénoué car la situation n'exige pas. Au cours de mes recherches sur la réalité psychique inconsciente, dans les différents espaces où se forme et se manifeste l'inconscient, dans l'espace interne, dans les espaces entre deux ou plusieurs personnes, j'ai porté à plusieurs reprises mon attention sur les alliances inconscientes qui se nouent entre ces sujets dans les groupes, les couples, les familles et dans des ensembles plus vastes tels que les institutions. Pour l'essentiel, les résultats de mes recherches ont été étayés sur la clinique psychanalytique de la cure, sur celle des groupes et des institutions. Et pour une autre, ils proviennent d'observations de groupes réels, et pour une autre part encore, de la spéculation, l'une et l'autre étant pourvoyeuses d'hypothèses de recherche et de mise à l'épreuve de résultats obtenus dans des dispositifs cliniques. Les alliances inconscientes existent dans des dispositifs de travail psychanalytique, comme je le disais, dans la cure, les couples, les familles, les groupes. Mais elles se forment aussi chez toutes les personnes et dans toutes les configurations du lien de la vie réelle. Elles correspondent à des exigences psychiques dans chacun des espaces que j'ai mentionnés. Je pense que les alliances inconscientes sont au fondement de la vie psychique elle-même, à l'origine de tous les liens, à l'articulation entre l'espace intersubjectif et l'espace des ensembles. J'ai réuni mes travaux sur les alliances dans un ouvrage, Les alliances inconscientes, publié en 2009.
mais je ne peux, dans le cadre de cette conférence, qu'en résumer quelques propositions qui me paraissent essentielles. Pour se lier les uns aux autres, dès l'origine de la vie psychique, et ultérieurement pour former un couple, vivre en famille, s'associer en groupe, pour vivre en communauté avec d'autres humains, les sujets s'identifient entre eux et à un objet commun. Ils s'accordent entre eux par des échanges, par des accordages qui se produisent en deçà ou en marge de la parole, par des résonances fantasmatiques et par les diverses modalités des identifications, spéculaires, narcissiques, adhésives, projectives et introjectives. C'est par ces processus qu'ils se nouent les uns aux autres. Il arrive que ces nœuds mettent en œuvre des moyens archaïques, des incorporations, des inclusions de choses psychiques mises en dépôt en soi ou déposées chez les autres. Nous tenons les uns aux autres par ces accordages psychiques, mais aussi par la parole et par la culture. J'ai appelé alliance inconsciente des formations psychiques communes et partagées qui se nouent à la conjonction des rapports inconscients qu'entretiennent les sujets d'un lien entre eux et avec l'ensemble auquel ils sont liés, en étant de ces ensembles partie prenante et partie constituante. Les alliances sont inconscientes dans la mesure où elles sont soumises au processus constitutif de l'inconscient. Elles sont en effet sous l'effet de deux grands types d'opérations, les opérations de défense par refoulement, dans ses formes originaires et secondaires, et celles qui procèdent par déni, désaveu, rejet, clivage, enquistement et forclusion. Ces alliances sont par fonction et par structure destinées à demeurer inconscientes et à produire de l'inconscient. La réalité psychique inconsciente est constituée par les opérations qu'effectuent les sujets d'un couple, d'une famille, d'un groupe ou d'une institution pour le bénéfice de chacun et pour nouer leurs liens. De ce fait, elles sont une des bases de la formation de l'inconscient de chaque sujet. Il existe plusieurs types d'alliances. J'en distingue 4. Les alliances structurantes, les alliances défensives, les alliances pathologiques et les alliances offensives. J'en résume les principales caractéristiques. Tout d'abord, les alliances inconscientes, structurantes, primaires et secondaires. Les alliances structurantes primaires sont les liens d'accordage entre la mère et le bébé, les alliances de plaisir partagé, le contrat narcissique, dont il sera question dans un instant, les alliances d'illusion créatrice, mais aussi les alliances d'amour et de haine. Les alliances structurantes secondaires sont formées par les contrats et par les pactes fondés sur la loi et sur les interdits fondamentaux. Nous y trouvons principalement les alliances décrites par Freud, le pacte fraternel, l'alliance symbolique avec le père, en 1913 dans Totem et Tabou, le contrat de renoncement à la réalisation directe des buts pulsionnels destructeurs qui mettent en danger le travail de culture et le vivre ensemble, en 1929 dans Malaise dans la culture. Examinons maintenant les alliances défensives non pathogènes et pathologiques. D'autres alliances sont défensives et non pathogènes, alors que d'autres sont pathologiques, aliénantes et destructrices, comme la communauté de déni et les alliances perverses. L'exemple donné par Reik, dont j'ai parlé au début de cet exposé, montre clairement que les alliances inconscientes se forment pour maintenir inconscientes des représentations et des pulsions selon l'intérêt conjoint et mutuel de plusieurs sujets. Les accords qui en résultent demeurent inconscients dans leurs enjeux, dans leur contenu et dans leurs effets, ce qui confère à ces alliances une efficacité qui se manifeste notamment
dans la difficulté de les connaître, et pour ce qui concerne celles qui se fondent sur une organisation pathogène, de les dénouer. Par cette garantie réciproque, requise et accordée, les alliances inconscientes défensives soutiennent le refoulement ou le déni nécessaire pour assurer les défenses individuelles et celles du lien intersubjectif. On perçoit déjà ici la difficulté de les dénouer parce qu'elles appartiennent à un double système défensif en appui mutuel. Le système défensif de chaque sujet et le système métadéfensif qu'ils fabriquent ensemble en nouant entre eux une alliance. Examinons maintenant les alliances offensives. Elles ont pour but la réalisation d'une action que le sujet ne peut accomplir seul. C'est le cas par exemple des équipes de footballeurs ou de comédiens, des groupes armés ou des soignants dans une institution hospitalière. Elles impliquent une coopération que soutient ce type d'alliance dans lesquelles les formations de l'idéal et le narcissisme des petites différences sont prépondérantes. Je dirai maintenant quelques mots d'une alliance inconsciente défensive que j'ai appelée le pacte des négatifs. Les alliances inconscientes défensives ont un prototype auquel j'ai donné le nom de pacte des négatifs. Le pacte des négatifs qualifie un accord inconscient imposé ou conclu entre des sujets pour que le lien qu'ils contractent s'organise et se maintienne dans la complémentarité des intérêts de chaque sujet. Le pacte des négatifs se fonde sur diverses opérations défensives, sur le refoulement, sur la dénégation, mais aussi sur le déni, le désaveu, le rejet ou l'enquistement. Ces mécanismes de défense sont fonctionnels pour constituer le lien. Ils ne sont pas pathologiques. En outre, dans un lien, ces mécanismes sont souvent asymétriques. L'un des sujets du lien refoule, tandis que l'autre dénie. L'un se sert de l'autre comme dépositaire d'objets archaïques, l'autre les rejette ou les enquiste en lui. Un tel pacte donne la mesure de ce qui doit être laissé de côté pour éviter le conflit intra- et interpsychique, la confrontation avec les différences et la rupture de l'unité duelle, et donc pour maintenir une zone d'illusion. Je donne souvent comme exemple le pacte des négatifs qui a scellé l'alliance de Freud et de Fliess à propos de l'opération des cornets nasaux d'Edelstein. Vous vous souvenez de cette histoire? Fliess a convaincu Freud que l'hystérie a un siège corporel, le nez, organe à la fois creux et proéminent. Le nez est l'inscription de la bisexualité dans le corps de la femme. Il propose à Freud la chirurgie pour traiter l'hystérie de sa patiente. Freud accepte, mais au cours de l'opération, Fliess oublie quelques centimètres de gaz dans le nez de sa patiente, dans le nez de Emma Eckstein. De retour à Vienne, elle souffre atrocement, son nez suppure. Freud en rend compte à Fliess en l'assurant immédiatement qu'il n'est pour rien dans ce qui arrive. C'est l'hystérie d'Emma qui a trouvé ce nouveau symptôme. Maintenir leur lien exige tout d'abord le refoulement par Freud et par Fliess de son oubli de 10 cm de gaz dans le nez d'Emma, puis le déni par Freud de la faute de son ami. Je pense que ce qui a dû être refoulé, puis dénié pour faire alliance, est l'amour homosexuel ambivalent entre les deux hommes, la haine du féminin, mais aussi le désir d'explorer le corps du continent noir. Ils font alliance sur ce refoulement de leur désir et sur le déni de la faute qu'il attesterait. Le pacte de négatif entre Freud et Fliess s'actualise dans un signe, un indice, une marque ou un symptôme qui, à l'insu de ces sujets, signale ce dont l'alliance est l'objet.
Dans la plupart des alliances défensives, le signe se produit en deçà de la parole. Et dans le cas du pacte entre Freud et Fliess, dans les quelques centimètres de gaz oubliés. Le signe concerne des choses de l'inconscient. Le vu, le senti, l'éprouvé, le tactile. Bref, des perceptions sensorielles non articulées à la parole. L'alliance ainsi assure l'irreprésentabilité de ces enjeux pour chaque sujet et dans leurs liens. Au contraire, dans les alliances structurantes, la parole est éminemment ordonnée à la fonction symbolique dans le lien et pour chaque sujet. Je résume donc l'essentiel de ce que je propose à propos du pacte des négatifs. Ce pacte montre, comme toutes les autres alliances inconscientes, qu'elles s'inscrivent dans deux espaces psychiques, dans l'inconscient du sujet et celui de l'inconscient dans le lien avec un autre ou plus d'un autre. Résumons encore ainsi, j'ai distingué deux polarités du pacte des négatifs. L'une est organisatrice du lien et de l'espace intrapsychique dans la complémentarité des intérêts inconscients de ses membres. Dans ce cas, le pacte des négatifs contient, reçoit en dépôt, les éléments négatifs sans lesquels le lien ne peut se nouer. L'autre polarité est défensive. Le pacte des négatifs se situe donc à la frontière de l'intrapsychique et de l'intersubjectif, je le souligne encore. Il crée chez les sujets, dans leur lien et dans l'ensemble qui les contient, du non signifiable, du non transformable, des zones de silence, des poches d'intoxication, des espaces poubelles ou des lignes de fuite qui maintiennent le sujet étranger à sa propre histoire. Alors examinons maintenant le pacte des négatifs pervers. Et tout d'abord, un pacte des négatifs pervers entre mère et fille à propos d'un inceste commis par le grand-père maternel sur sa petite fille. J'ai commencé à penser à la notion de pacte des négatifs pervers à partir de la cure d'une patiente que j'appellerai Madame A. Lors du premier entretien avec Madame A, elle me parle des difficultés sexuelles qu'elle rencontre dans sa vie de couple, de la chute de son désir pour son mari, de son angoisse et de sa culpabilité dont elle a le sentiment qu'il est associé à une injustice qu'elle ne saurait nommer. Elle me parle aussi, d'une manière plus tendue, de l'inquiétude qu'elle éprouve pour sa fille, dont la puberté est en train de bouleverser leur relation. Elle ressent très mal la violence et son agressivité vis-à-vis d'elle, de sa fille. Elle voudrait lever, elle dit aussi dissoudre, le lourd fardeau qui pèse sur elle et qu'elle ne sait pas nommer. Les premières séances sont silencieuses. Elle pleure, se sent abandonnée par son mari, elle est en colère contre lui, qui reporte son affection sur leur fille. Ces associations sont rares, elle me demande de lui venir en aide. Le récit d'un cauchemar amorce la levée du refoulement. C'est la nuit, dit-elle, et dans la pièce où elle se trouve, elle est cachée dans un placard entrouvert. Elle voit un plateau sur lequel brûle d'une lumière très faible une dizaine de bougies. Une ombre s'approche qui la bâillonne et l'étouffe. Elle se réveille en sueur sans pouvoir crier. À entendre le récit de son rêve, j'ai eu d'abord l'idée d'une scène sexuelle traumatique refoulée comme organisateur de sa souffrance et de sa résistance. Après un silence, je dis « 10 bougies ?» Elle répond « Un triste anniversaire. » Je dis « Mais cette nuit-là, il s'est passé quelque chose qui vous a terrorisé. » Silence. Elle pleure. « Non, non, rien. J'ai cru mourir. » Je dis « Vous dites « j'ai cru mourir » et il ne s'est rien passé. Vous ne pouviez pas crier et aujourd'hui il vous est difficile encore d'en parler.
et vous me demandez de l'aide pour pouvoir parler de ça. Et ça, ce n'est pas rien. Silence. Puis d'une voix blanche, vous allez me dire que c'est ma faute. Je lui réponds, peut-être avez-vous une raison de le penser, mais ici vous ne serez pas jugé. Les séances suivantes sont centrées sur le récit de l'inceste que lui imposa son grand-père maternel lorsqu'elle avait 10 ans, comme aujourd'hui sa fille. Lorsque la mère de Madame A découvrit que son propre père l'avait séduite et avait abusé d'elle, elle accabla sa fille de reproches et la rendit coupable d'avoir séduit son grand-père. Malgré ses protestations, Madame A finit par prendre à son compte l'accusation de sa mère. Elle se sentait rejetée, mal aimée, elle était obsédée par des idées suicidaires. Personne ne pouvait lui venir en aide, dit-elle, elle ne pouvait en parler à personne. Et plus tard, sa mère l'enferma encore davantage dans sa culpabilité. Elle lui disait, « Toi qui sais si bien faire, va donc faire plaisir à ton grand-père. » Ainsi, la mère protégeait son père en le disculpant, mais elle le disculpait en inculpant sa fille. Sans doute réalisait-elle par procuration son propre désir incestueux. Elle le réalisait sur un mode pervers, imposant dans ce retournement le ressort de sa jouissance et, complice de son père, la destruction de la petite. Elle, Madame A, avait pensé au suicide, voire dissoudre le fardeau. Mais elle payait de sa pseudo-adhésion d'alors, de son pseudo-consentement imposé par sa mère, le prix à payer pour survivre. C'est du sens de ce prix qu'elle était venue chercher avec moi, de l'aide pour savoir enfin de quoi il était l'objet. Dans cette histoire, 3 liens pervers sont à l'œuvre. Celui du grand-père de Madame A, incestant sa petite fille. Celui incestuel qui liait sa mère et son père, et celui qui enchaînait sa mère et sa fille. Ces 3 personnes sont liées par un pacte de négatifs pervers intergénérationnel. Pour survivre, la fillette qui avait souscrit et refoulé l'inceste, la fillette y avait souscrit et refoulé l'inceste, l'emprise perverse de la mère et son propre silence. Devenue adulte, sa propre fille devenant adolescente, Madame A vient me demander de l'aide, une analyse, c'est-à-dire la possibilité de décomposer les éléments ici d'un drame, de les délier en remontant le temps où ils se sont noués. Il fallait déconfusionner les conséquences de ce retournement, qui consiste à faire porter à la victime la cause et la charge du bourreau, à la délier de ce pacte imposé dans ce cas par la seule loi de la jouissance maternelle et de son père. Madame A vient me demander davantage de pouvoir faire justice de ce double meurtre d'âme, selon le mot du président Schreber, repris par Freud. L'inceste et le rejet sur elle de la responsabilité de la violence subie. Dans les 2 espaces où un pacte pervers incestueux parvient à s'établir, celui du sujet singulier et celui des ensembles constitués de plusieurs générations, Florian-Houssier note que la confusion et la manipulation des places dans les générations agissent comme une sorte de meurtre d'âme. Le lien d'emprise incestueux et le déni d'existence de l'enfant incestué sont les conditions de l'instrumentalisation du corps de l'enfant qui fait de ce corps un objet narcissique manipulable, niant l'élaboration de la reconnaissance et de la différence
entre les besoins de l'enfant et ceux de l'adulte. Examinons maintenant les deux conditions nécessaires pour que s'établisse un pacte des négatifs pervers. Que nous apprend cette cure? Que deux principales conditions doivent être réunies pour que s'établisse un tel pacte des négatifs pervers. Premièrement, le déni de la responsabilité de l'agresseur et le rejet de celui-ci sur la victime. Les processus psychiques en jeu sont l'identification projective, une partie de soi clivée, pensée, affect, doit être projetée et déposée dans la psyché d'un autre. La justification défensive par le rejet de la responsabilité, son retournement et sa projection dans la victime s'effectuent par la rationalisation. C'est elle, c'est lui, ce sont eux qui me désirent et me séduisent. Deuxième condition, l'adhésion de la victime à la culpabilité induite par l'agresseur. L'adhésion est de trois sortes. La première est une adhésion passive, fonctionnelle, de survie. Elle est fondée sur la peur de la rétorsion. La seconde est l'adhésion active, coopérante. Elle collabore à la manipulation effectuée par l'agresseur. La troisième est plus archaïque. Elle est fondée sur la contre-identification projective théorisée dans le processus de la cure par Léon Greenberg, qui écrit « La contre-identification projective se produit spécifiquement comme résultat d'une identification projective excessive par l'analysant, qui n'est pas consciemment perçu par l'analyste, dans lequel se trouve alors passivement conduit à incarner le rôle que l'analysant a forcé à mettre à l'intérieur de lui de façon active, bien qu'inconsciente. La première condition ne suffit donc pas à constituer un pacte de négatifs pervers. La seconde, l'adhésion, quelle qu'en soit la nature, est décisive. Alors je voudrais maintenant examiner quelques extensions sociales et collectives du pacte des négatifs pervers. Ces conditions, que j'ai repérées à partir de la clinique de la cure, sont réunies lorsque nous observons la psychopathologie sociale de la vie quotidienne. Nous avons pris conscience, seulement ces dernières années, et notamment grâce au mouvement MeToo, que le rejet sur la victime de la cause d'un viol, d'une violence conjugale, d'un meurtre, est un processus courant. Dans la plupart des cas, les plaintes des victimes ne sont pas enregistrées ou sont classées sans suite dans les commissariats de police. Les institutions prennent ainsi le relais de l'agresseur. Elles le disculpent et rejettent la culpabilité sur la victime. L'idée inconsciente sous-jacente s'inscrit dans la culture patriarcale, dans le machisme et sans doute dans l'ancrage mythologique de la femme séductrice. Les institutions, la culture propre à une société, entretiennent ou imposent les conditions nécessaires pour créer un pacte de négatifs pervers. Mais je voudrais maintenant considérer ce qui se produit dans les situations de violence d'État, de traumatisme collectif, et comment fonctionne alors le pacte de négatifs pervers. Dans la seconde moitié des années 1980, j'ai eu l'occasion de travailler avec des groupes d'élaboration des traumatismes causés par les dictatures qui, dans les années 70-80, ont instauré la torture et la disparition de ses victimes dans plusieurs pays d'Amérique latine. Les dispositifs de travail psychanalytique que j'ai utilisés étaient ceux des groupes de parole et du psychodrame psychanalytique de groupe. Je rencontrais aussi des collègues psychanalystes, Jeannick Puget, Marcello Vignard, qui me parlaient de leur expérience durant ces catastrophes collectives. Ce que j'ai appris dans le cadre de la cure m'a conduit à repérer dans ces contextes hors la cure quelques caractéristiques du pacte des négatifs pervers. Plus tard, dans la postface de l'ouvrage de Jaline Altonian à propos du génocide arménien,
la survivance, traduire le trauma collectif. J'ai écrit que dans la plupart des cas, ces catastrophes collectives et les traumas spécifiques qu'elles causent non seulement détruisent le lien social et la continuité de soi, mais que les bourreaux rejettent sur leurs victimes la cause de ce qu'elles subissent. À l'expérience irreprésentable de l'événement traumatique et à la répétition qui en rétablit sans cesse la charge, s'ajoute alors la culpabilité induite chez les victimes par leurs bourreaux. Par ces moyens, non seulement les bourreaux se dégagent de leurs crimes, mais ils cherchent à susciter l'adhésion de leurs victimes à ce dégagement, à exiger qu'elles reconnaissent la culpabilité et qu'elles légitiment leurs actes meurtriers. Ils réduisent ainsi leurs victimes au silence en leur imposant de souscrire à un pacte de négatifs pervers. Il s'agit là d'un phénomène différent du syndrome de Stockholm, car dans la configuration que j'évoque, il n'y a pas d'empathie pour les bourreaux de la part des victimes, mais une adhésion contrainte, fondée sur une part sur ce que Anna Freud a théorisé comme l'identification à l'agresseur et Erich Fromm comme l'identification à l'autorité. Les victimes refoulent leur haine pour ne pas être davantage maltraitées. Mais en adhérant au pacte, elles se rendent étrangères à une histoire qu'elles ne peuvent pas s'approprier. La peur est celle de tout un peuple. Le drame catastrophique reste alors en défaut d'énoncé, aussi bien sur ce qui a été subi que sur cette alliance perverse. En Argentine, après le procès des dictateurs sous Alfonsine, son successeur Menem a établi l'amnistie, une amnistie précoce et d'une certaine manière, d'une impunité. L'amnistie précoce et l'impunité sont la conséquence du refus du procès en justice, de la traduction en justice du processus de rétablissement de la vérité du trauma et de la manipulation perverse qui a inversé le sens des responsabilités. Dans le procès en justice, bourreaux et victimes sont identifiés et reconnus comme tels. Et une des fonctions du procès est précisément de lever les résistances à se souvenir et à parler. En levant les résistances, en mettant au jour les objectifs et les mécanismes du contrat des négatifs pervers, de nouveaux matériaux de la mémoire sont disponibles pour le travail de l'historisation, créant ainsi un espace où, selon le mot de Pierrat Aulagnier, le « je », j'ajoute, mais aussi le « nous » peuvent advenir. Le refus de la mémoire et du processus d'historisation forment les sociétés qui soutiennent les utopies meurtrières et les régimes politiques totalitaires. L'étude de ces sociétés montre à l'œuvre des mécanismes analogues à ceux de la forclusion, du déni et de la projection paranoïaque. Le « ne te souviens pas » n'est pas ici commandé par le refoulement de l'horreur, mais par l'annulation de l'histoire et de l'expérience du trauma. La jonction est faite dans le seul but de maintenir le pouvoir de l'horreur et l'annihilation de la pensée. De même que la stratégie du pouvoir dans les situations de catastrophe sociale vise à réprimer toute manifestation de la réalité psychique, à la détruire ou à la pervertir, de même, elle vise à substituer à la mémoire collective des énoncés sur l'histoire qui soient capables de la légitimer. Elle impose par la force un contrat narcissique et un pacte de négatifs, l'un et l'autre pervers, et tel est le fondement du révisionnisme. La dérive perverse du pacte des négatifs contient toutes les caractéristiques de la perversion et du contrat pervers. Mais pour en comprendre la substance, la consistance, la théorie classique de la perversion comme dérive d'un pervers ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de la fixation de la pulsion sur un objet sexuel prégénital comme condition de la jouissance d'un pervers. Si l'autre est instrumentalisé, il l'est par nécessité. Le pervers impose l'asservissement
du désir de l'autre au sien, avec la seule alternative de son annihilation. Obtenir de force l'adhésion par l'aveu de la faute fut une caractéristique de tous les procès des régimes totalitaires, ceux de Moscou, de Prague, de Bucarest, et ceux des Khmers rouges, et bien d'autres encore. Je voudrais dire maintenant quelques mots sur le rejet de la réalité de la violence d'État au profit exclusif de la réalité psychique. À propos de la dictature militaire en Argentine et en Uruguay, Marcelo Vignard a développé une analyse des problèmes que posent, dans la pratique de la psychanalyse, les rapports entre réalité psychique et réalité de la violence sociale. Il a mis au jour un élément important dans la formation du pacte de négatif pervers, au sein même de la pratique analytique. Marcelo Vignard écrit « Il est argumenté que la trace inconsciente est ce que le psychanalyste doit lire et découvrir, et que cette trace est toujours et seulement une trace infantile et sexuelle. Moi, j'argumenterai, dit-il, en revanche, que ce que nous lisons ou rencontrons dans la clinique, ce sont les traces des restes infantiles dans l'actuel de la souffrance et du destin. De ce point de vue, l'horreur du fascisme est particulièrement propice et efficace pour la résurgence du plus pathogène et du moins élaboré en tout un chacun. Ceci posé, Marcelo Vignard attire notre attention sur le risque d'une séparation entre ce qui se passe dans la séance et ce qui se passe dans la cité. Il observe que lorsque la seule réalité psychique est prise en considération, le rapport avec la réalité externe est éludé au prix d'un déni, sous le prétexte qu'elle n'entre pas dans le champ théorico-clinique de la psychanalyse. Marcelo Vignard écrit « Par ce privilège accordé à la réalité psychique, Mélanie Klein peut, dans le Long de 1943, dire au petit Dick que la violence des bombes n'a de l'importance que parce qu'elle actualise les craintes que suscite l'idée que papa ne pénètre pas dans maman. » La reconnaissance de ce que j'ai pu apprendre sur les structures psychotiques, poursuit Marcelo Vignard, la reconnaissance de ce que j'ai pu apprendre sur les structures psychotiques avec le petit Dick de Klein n'est entamée en rien quand je me demande si ce modèle n'est pas excessif et peut-être trompeur. Autrement dit, la dichotomie instituée entre le dedans et le dehors reste-t-elle valable pour l'écoute de patients névrosés dans des situations de crise et de violence sociale semblables à celles que nous avons vécues en Amérique latine au cours de cette dernière décennie. J'ai pour ma part, fin de citation, j'ai pour ma part entendu dans un congrès international de psychanalyse il y a quelques années, 2 psychanalystes soutenir le propos de Mélanie Klein rapporté par Marcelo Vignard. Les séances qu'elle relatait avaient eu lieu après l'attaque des tours jumelles à New York le 11 septembre 2001. L'une des analystes disait que la pénétration brutale et destructrice des tours jumelles par les avions était l'actualisation du fantasme de cette primitive sadique de son analysant. L'autre que l'attaque réactivait sa haine des sœurs jumelles, de ses sœurs jumelles. Du seul point de vue de la réalité psychique, les psychanalystes ont pris le parti de ne s'en tenir qu'à une interprétation uniquement centrée sur le trauma et sur sa trace infantile et sexuelle, sur le fantasme d'une scène primitive sadique ou sur la pulsion de haine destructrice dans le complexe fraternel. Mais en ne voulant pas faire entrer la réalité externe dans leur cabinet, en la passant sous silence, en la laissant impensable en tant qu'elle s'articulait avec la réalité psychique, nos 2 collègues déniaient qu'il s'agissait d'un acte de destruction massive, terroriste. Les analystes et leurs analysants étaient pris dans le même monde superposé, tel que l'on décrit pendant la dictature en Argentine, Leonardo Wender et Janine Puget dans leur article de 1982 sur les mondes superposés. Cette scotomisation est l'amorce d'un pacte de négatif pervers dans le champ de l'analyse elle-même. Je pense qu'elle entraîne l'analysant à adhérer à l'idée que seul compte la réalité psychique,
qu'elle ancre le savoir omnipotent de l'analyste qui sait tout de son patient et qui l'enferme dans une bulle qui le prive, lui le patient, d'avoir ainsi accès à la connaissance de la double détermination interne et externe de la trace traumatique et du trauma actuel, qui lui concerne le collectif dont il ne peut pas s'exclure. En quoi peut-on dire qu'il s'agit ici d'un pacte de négatif pervers? Quel bénéfice en retire chacun de ces sujets? Quelle loi régit ce pacte? La jouissance, assurément, mais elle n'est pas seulement de nature sexuelle. La loi qui s'impose est celle de la maîtrise et de l'omnipotence accordée à la réalité psychique. Dans le transfert, cette imposition met en place un accord inconscient pour maintenir cette croyance et, par là, la déviation du champ transférentiel vers le champ de la méconnaissance, par refoulement et ou par déni. Le pacte des négatifs pervers n'est donc pas seulement l'inversion des positions de la victime et du bourreau, au profit du dégagement de la responsabilité du bourreau. Il tient par la force de l'adhésion de la victime aux énoncés du bourreau, par l'identification à l'agresseur. Et cette inversion des places est rendue possible par les opérations dénégatoires de la réalité externe. C'est dans ce contexte que l'on peut comprendre que les tortionnaires rendent les victimes responsables de ce qu'elles subissent. Elles ne sont pas leurs victimes. Ce sont eux qui sont menaçants, les victimes, et qui agressent. Les coupables, ce sont elles. Et par conséquent, elles justifient qu'ils soient torturés, jetés à la mer, et qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Ce renversement est vieux comme le monde. Depuis que les Juifs sont accusés d'être les artisans de leur malheur, exonérant ceux qui les persécutent de leur haine, de leur acharnement à les faire disparaître, eux les déicides porteurs de toutes les dégénérescences. Ce renversement a été la justification du génocide commis par les nazis. Mais le pacte n'a pas pu être conclu. La résistance active des Juifs refusant d'y souscrire. Le piège du pacte des négatifs pervers réapparaît aujourd'hui dans un autre contexte géopolitique, mais dans les mêmes buts, sous la forme de la justification par Poutine de la guerre qu'il mène contre l'Ukraine. L'agression est surdéterminée dans ses causes. Le président russe la justifie par la provocation des Ukrainiens eux-mêmes. Peuple de dépravés, de drogués, de nazis qu'il faut dénazifier. Mais ici encore, le pacte ne s'accomplit pas. Il ne comporte que le déni de la responsabilité de la part de l'agresseur et son rejet sur les Ukrainiens, en ce qu'il requiert l'adhésion d'une partie faible de la population. Mais elle suscite, dans la majorité croissante de celle-ci, soutenue par le président Zelensky, une résistance dont le ressort psychique, le refus de souscrire au pacte des négatifs pervers que leur impose un dictateur paranoïaque. Dans le cadre de la cure, nous pouvons espérer travailler à nommer et à déjouer les liens incestueux qui, dans l'espace interne et dans l'espace intergénérationnel, ont mis en acte ce meurtre d'âme. Dans le travail de l'analyse, nous pouvons espérer que le sujet incestué pourra se dégager du pacte des négatifs pervers, qui justement, dans cet inceste, le tue. Il nous faut alors articuler non seulement son désir d'autodestruction avec la destruction dont il a fait l'objet chez ses parents, son père, sa mère, et jusque la génération d'avant, mais aussi avec son propre désir de les détruire. Il apparaîtra alors que son désir d'autodestruction est l'échec de sa pulsion destructrice et de sa culpabilité à exister dans cet échec. Le travail de Ferenczi sur l'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort nous éclaire sur cette problématique. Mais nous sommes dans une toute autre situation lorsqu'il s'agit de la destruction d'un pays, l'Ukraine, et que l'agresseur russe ne parvient ni à l'engager dans un pacte pervers auquel il lui demande de souscrire afin de justifier son agression, ni à venir à bout de sa résistance offensive. Il demeure que l'autodestruction est une issue ou une conséquence
de l'échec de la destruction. Nous pouvons comprendre qu'il existe des déterminants psychiques, individuels, par exemple l'identification projective et collective dans cette guerre. Nous pouvons supposer que les processus et les formations en jeu dans le pacte des négatifs pervers sont mobilisés à cette échelle, mais aussi que sont activées d'autres composantes propres ensemble. Celles que Freud avait notées dans Psychologie des masses et Analyse du moi. L'idéal commun, l'instauration d'un meneur tyrannique, le narcissisme des petites différences, l'identification projective massive. La guerre actuelle ne ressemble à aucune autre. La transgression systématique de la loi de la guerre et de la loi internationale. La menace de l'utilisation par l'agresseur de l'arme destructrice ultime, nucléaire, ne peut qu'inclure sa propre destruction, son autodestruction venant sanctionner son échec. Dans ces conditions où nous ne disposons pas d'autre moyen que d'utiliser d'abord toutes les ressources de la diplomatie et du rappel à la loi, et lorsqu'elles aboutissent à une impasse, ce qui satisfait d'ailleurs la jouance perverse de l'agresseur, pouvons-nous prendre le risque de nous engager par les moyens de destruction dont nous disposons aujourd'hui, dans ce que constatait Clausewitz, que la guerre n'est que la poursuite de la politique par d'autres moyens. J'ai souhaité intégrer dans ma réflexion sur le pacte des négatifs pervers une analyse qui intègre les trois niveaux de l'espace de la réalité psychique, celui du sujet, celui du lien entre les sujets et celui des grands ensembles humains. Dans les espaces constitués en nations, il est rare que les deux conditions du pacte des négatifs pervers soient totalement réunies. En effet, les organisations collectives ne réagissent pas comme un seul homme. Et c'est une chance. C'est une chance car il existe presque toujours parmi les agressés une résistance à adhérer au pacte, un refus salvateur que soutiennent les forces de vie. Voilà, merci.